Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de presse grand format, votre rendez-vous de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur l'Intelligent TV. Place au générique et juste après, le sommaire de cette émission. Présidentielle 2025, le PDCI et le PPAC viennent de sceller une alliance à travers la création d'un front commun. Mais que vaut réellement cette union entre les deux principales forces de l'opposition face au RHDP? Nous poserons la question à nos invités. Pendant ce temps, le RHDP, le parti au pouvoir, se dit prêt pour son deuxième congrès ordinaire prévu les 21 et 22 juin prochains, avec en ligne de mire la désignation de son candidat pour l'élection présidentielle. Alassane Ouattara répondra-t-il à l'appel de ses militants? Le débat s'ouvre dans un instant. Et puis en dernière partie, nous allons évoquer l'instauration par le gouvernement de Côte d'Ivoire de la popote familiale, un projet destiné à soutenir 2000 ménages vulnérables. Mesures sociales ou stratégie électorale, nous entendrons l'avis de nos invités. Voilà pour les grands axes de cette émission, et pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Michel Betta. Bonsoir. Bonsoir Khalil. Vous êtes directeur fondateur du journal Le Bélier. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Daouda Ouattara, bonsoir. Bonsoir Khalil. Vous êtes analyste politique. Merci de votre présence sur ce plateau. Merci Khalil, c'est moi qui vous remercie. Votre premier passage sur nos antennes. Merci pour ce privilège à nous accorder. Kofo Jean-Hubert, bonsoir. Bonsoir Khalil. Vous êtes journaliste à l'Intelligent TV. Merci à vous aussi d'être présent sur ce plateau. Je vous en prie. Alors messieurs, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet avec la première thématique. À 4 mois de l'élection présidentielle, la scène politique ivoirienne connaît une nouvelle dynamique. Dans une déclaration commune faite le jeudi 19 juin 2025, le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI de Tidjane Thiam ont annoncé la création d'un front commun. Objectif affiché, la réintégration de Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro et Noël Akossi Benjo sur la liste électorale. La révision de la dite liste avant le scrutin du 25 octobre 2025, son audit complet, une réforme de la CEI, la commission électorale indépendante, et l'ouverture d'un dialogue politique avec le gouvernement. Alors messieurs, que vaut réellement ce front commun face au RHDP? Betta Michel. Oui, mais il ne faudrait pas s'étonner de la naissance de ce front commun-là. C'était tellement prévisible que je suis un peu surpris que d'aucuns se posent la question, que vaut ce front-là? Déjà, nous notons que le 31 mai dernier, le PDCI avec la CAPSI ont organisé un meeting à Figayo et nous avons vu comment les Ivoiriens sont sortis nombreux. Après ça, le 7 juin dernier, je pense si ma mémoire est bonne, le président Laurent Gbagbo et ses partisans ont organisé un meeting à Port-Boué. Et vous avez pu remarquer un peu la mobilisation des populations. À la suite de cela, vous avez vu le PDCI organiser un meeting, bien que ce soit à l'intérieur du pays et à Abidjan, nous avons vu la mobilisation à un jour de pluie. Donc, il était prévisible que l'opposition était en train de se mettre en ordre de bataille pour exiger ce qui est de son droit, c'est-à-dire l'inscription de ces candidats, je veux dire, injustement radiés de la liste électorale, que sont Blé Goudé, Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Soro Guillaume et Akossi Benjo. Toutes ces personnalités-là exigeaient leur réintégration sur la liste électorale et aussi faire en sorte que le scrutin à venir soit transparent, inclusive et aussi avoir des garanties quant à la conduite de ce processus électoral. Donc c'est tout à fait normal que les deux forces politiques significatives de ce pays-là aient choisi d'unir leurs forces pour exiger, pour tout faire, mener toute la bataille nécessaire démocratiquement pour que cela soit. Et bon, aujourd'hui, moi, je ne m'étonne pas que chacun ait décidé de mettre ses égos de côté afin de faire le combat
qui vaille, parce que les Ivoiriens sont fatigués. Ils sont fatigués pourquoi? Parce qu'à chaque élection, on va pas rester, je veux dire, à assister à la survenance des crises. L'élection où nous allons, tout était mis en place déjà, ou du moins tout est mis en place pour nous servir une crise électorale, post-électorale et préélectorale et post-électorale. Donc, il fallait que l'opposition se mette ensemble pour exiger du parti au pouvoir qu'il vienne à la table de négociation, parce que aussi c'est une de leurs exigences, ouvrir un dialogue franc avec le parti au pouvoir afin d'éviter à la Côte d'Ivoire les crises successives qu'elle a connues à la veille des élections. Je disais ce matin un poste d'une conseillère qui dit pourquoi devons-nous avoir peur à chaque veille des élections? J'ai dit mais nous n'avons pas à avoir peur. C'est parce qu'en fait, nous ne devons pas, si nous nous impliquons totalement dans la conduite du processus, nous ne devons pas avoir peur parce que les hommes politiques ne vont pas servir ce qu'ils veulent. On ne peut pas assister à une élection où un seul candidat est assuré d'aller compétir et que les autres sont exclus et puis penser que ça peut conduire à des élections où les autres aussi acceptent. Parce que ce que je dis souvent, quand on exclut un candidat comme Laurent Gbagbo, ce n'est pas Laurent Gbagbo qu'on exclut, ce sont des voix, des milliers de voix d'Ivoiriens. Parce qu'eux ne voient que Laurent Gbagbo. Quand on exclut Tidjane Diop, c'est la même chose. Donc il faut donner l'occasion. Est-ce que ces partis n'ont pas la possibilité de présenter quelqu'un d'autre? Voilà, cet exercice-là, quand souvent je l'entends, je dis, mais les gens, ils sont amnésiques ou bien ils font exprès. Voyez-vous, c'est parce que ailleurs, les gens font confiance au processus électoral. C'est pourquoi ils peuvent choisir un autre candidat. Mais ici, les deux entités ont dit ne pas faire confiance au processus électoral et elles sont sorties de ce processus-là. Donc aujourd'hui, ce n'est pas tant de changer des candidats qui les inquiètent, mais c'est de faire en sorte que ce processus soit transparent dans la méthode, dans la dynamique, dans sa conduite. C'est toutes ces questions-là. Donc, il ne faudrait pas résumer tout, mais pourquoi ils ne changeraient pas de candidat? Mais ils ne peuvent pas changer de candidat tant que le processus est dans cette forme-là. Donc voilà, je vais conclure là pour dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, je pense que le RHDP aura compris le message et il ouvrira les discussions nécessaires à la conduite d'un processus inclusif, un processus qui fait moins peur aux Ivoiriens, un processus qui garantit la paix. Alors, Kofo Jean-Hubert, ce front, il est dirigé par Laurent Gbagbo. Tidjane Thiam, même dans son intervention, l'a signifié. Alors que Thiam récemment affirmait qu'un sondage le plaçait devant Laurent Gbagbo en termes de popularité. Comment on explique aujourd'hui le fait que Thiam soit derrière et Laurent Gbagbo soit le leader de l'opposition? Bon, peut-être que c'est un choix qu'ils ont fait. C'est un choix qu'ils ont fait et on ne va pas aller en vouloir pour ça. Mais ce que moi je retiens dans tout ça, c'est que au moins pour une fois, l'opposition a décidé de marcher ensemble. Marcher en rang serré, c'est vrai qu'il y a le CAPSI qui est là, mais ça fait être le PDCI, le grand frère PDCI et des tout petits frères qui suivent derrière. Ça ne fait pas trop sérieux, à mon sens. C'est pas trop lourd. Mais ce qui fait aujourd'hui PPACI et PDCI, ça fait quand même un peu costaud. Voilà. Face au RHDP, ça fait un peu costaud. C'est pourquoi moi, justement, quand moi j'ai vu cette alliance se mettre en place, tout de suite j'ai eu peur quand, dans les heures qui ont suivi, j'ai écouté Mamadou Touré, le ministre Mamadou Touré dit que, écoutez, il n'a pas peur de ce front-là parce que il a donné des chiffres en se basant sur les élections locales. Justement. Où il a dit que sur la base des élections locales, le RHDP totaliserait autour de 1 500 000 voix, pendant que le PDCI et le PPACI ensemble font autour de 400 000 voix et que sur la base de ça, ils écraseraient même un front commun. Mais attention, moi je dis que ces chiffres-là peuvent ne pas refléter la réalité, et puisque on sait que lors des élections locales passées, le PPACI n'était pas candidat, enfin n'avait pas de candidat dans beaucoup de régions. Le PPACI avait des candidats dans 22 régions. À la Côte d'Ivoire, c'est 31 régions. Ça veut dire qu'il y a au moins 9 régions où le PPACI n'avait pas de candidats. Ça veut dire que des 9 régions où le PPACI, dont les voix n'ont pas plus ajouté à ce que le PPACI a comptabilisé. Le PDCI également avait 27 régions où il avait des candidats. Ça veut dire qu'il y a autour de 4-5 régions où il n'a pas eu de voix. Donc sur la base de ça, on ne peut pas dire vraiment que le RHDP dame vraiment le pion, sans oublier aussi le fait que l'électorat, enfin, en Côte d'Ivoire, quand il y a une élection, généralement, celui pour qui on vote pendant l'électeur, je veux dire, celui pour qui il vote pendant l'élection locale, n'est pas forcément le choix qui va, enfin, ne oriente pas vraiment le choix là où il va voter pendant la présidentielle. Parce que généralement, les élections locales, on peut voter pour Beta parce que
au village, on a une certaine affinité. Mais après, quand il s'agit de voter Laurent Gbagbo ou Alassane Ouattara, c'est encore une paire de manches. Donc, si la base de ça, on ne peut pas se baser sur ça et dire que donc, le RHDP, parce qu'on a 1 million de voix à l'issue d'une élection locale, donc c'est fait, on va boucler. Je pense que c'est une erreur mathématique. Mais ce sur quoi moi je voulais revenir, l'alliance PPACI, comment dire ça, PDCI. Moi je dis attention au PDCI. Pourquoi attention au PDCI? Parce que aujourd'hui, on a vu la marche que le PDCI a organisée sur la CEI. Moi, je salue le fait que le PDCI ait collaboré avec les autorités et que le PDCI, jusqu'à aujourd'hui, collabore avec les autorités parce que le PDCI aurait décidé d'organiser le meeting, enfin la marche, le mercredi où c'était prévu. Mais le PDCI a accepté de reporter sa marche à samedi. Ça fait que tout s'est bien passé, on a vu la foule sortir. Aujourd'hui, le PDCI va se mettre en alliance avec le PPACI qui n'a pas encore organisé de marche. Le PPACI a ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le PDCI n'a pas fait le bon choix? Non, je dis que le fait que le PDCI fasse attention à ceux avec qui il s'allie. Parce que quand le président Laurent Gbagbo dit qu'ils vont se battre, ce qu'il a dit, c'est ce terme, on va se battre pour empêcher ce quatrième mandat, on va se battre pour qu'on soit sur la liste électorale et que ce soit Laurent Gbagbo qui va mener cette alliance-là. Je me dis que attention à des manifestations qui seraient organisées, comment dire ça, sans l'accord des autorités. Parce qu'à partir de ce moment-là, aujourd'hui où on se parle, Tidjane Thiam n'est pas éligible jusqu'à la prochaine RLE. Vous voulez nous dire que le PDCI risque de se faire entraîner dans la violence par le PPACI? C'est pas moi qui le dis, mais c'est ce qui se profile à l'horizon. D'accord. Non, vous allez jeter rapidement. Rapidement. Il faut que le PDCI, aujourd'hui, Tidjane Thiam n'est pas éligible jusqu'à la prochaine RLE. Il faut éviter d'entrer dans un pas de fer avec l'autorité, de peur que Tidjane Thiam ne se retrouve plus éligible pour un bon moment. Parce que si demain il y a une marche et qu'il y a des casses et tout ça, Tidjane Thiam va se retrouver devant la justice, condamné à une peine d'emprisonnement, puisque c'est clair que s'il y a des casses, il sera mis sur le banc des accusés. Qu'auteur ou je sais pas quoi, et après il pourrait se retrouver avec 4 ans d'inéligibilité. Je suis pas sûr que c'est ça, c'est que le PDCI veut. D'accord. Comment vous réagissez déjà à tout ce que vous avez entendu? Je vois Beta qui est en train de sourire beaucoup. On va arriver à vous tout à l'heure parce que je sens que vous avez vraiment envie de réagir à ce que Kofo vient de dire. Mais on va attendre que Daouda se prononce. D'accord, bien, merci de l'occasion et l'opportunité que Intelligent TV nous donne de nous prononcer sur ce beau sujet, ce sujet qui est d'ailleurs d'actualité et qui nous concerne tous, quel que soit le bord politique. Bien, vous voyez tout ce tralala politique, tout ce jeu politique, ce n'est qu'un balai, c'est du déjà vu. Voilà, je remonte un peu plus loin. En 1995, il y a eu l'alliance ou bien la coalition FPI-RDA contre le PDCI-RDA en 1995. En 2010, il y a eu la coalition RDA-PDCI pour combattre le PDCI. Nous sommes en 2025 et c'est cette même coalition qui est en train de se mettre en place. PPACI, PDCI pour combattre le RADP. Le RDA est devenu RADP. Alors, ce n'est qu'un balai, ce n'est qu'un jeu, c'est déjà vu. Alors, c'est du copier-coller. Alors, X et Y se mettent ensemble pour combattre il dit de n'importe quoi, W. Et à partir du moment où quand W tombe, X et Y ne s'entendent plus parce que chacun veut plus de pouvoir ou bien plus de postes ministériels que l'autre. Ils ne s'entendent pas et puis la coalition s'arrête là ou bien la coalition s'effrite et puis chacun part de son côté. Mais à chaque fois, ça part avec de nombreux décès, des casses, des tueries. Ça met à mal la démocratie. Ça met à mal le tissu social ivoirien. Donc c'est une alliance antidémocratique. Bon, à chaque fois, non. Au départ, c'est démocratique, puisqu'on se met ensemble pour combattre un régime qu'on juge peut-être de trop, ou bien un régime qu'on régime de trop, ou bien un régime qui n'arrive plus.
n'est-ce pas, à nous satisfaire. À satisfaire les besoins de la population et de faire avancer la Côte d'Ivoire. Quand on se met ensemble, au départ, c'est démocratique. Mais quand on connaît les inputs, mais les outputs, on ne les maîtrise pas souvent. Vous voyez, cette alliance PPACI et PDCI peut être analysée sous deux formes. D'abord dans la forme et puis dans le fond. Alors, on part pour la forme. Au niveau de la forme, c'est une très très belle initiative. D'ailleurs, même c'est l'une des plus belles initiatives que l'opposition ivoirienne ait faite depuis bien des années. Alors, vous voyez, le PPACI c'est une force. Le PDCI-RDA c'est une force. Alors, ces deux forces mises ensemble, ça devient une grande ou bien une super force face au pouvoir en place. Alors, comme le dit Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, c'est le nombre qui écrit l'histoire. C'est-à-dire, plus vous êtes nombreux, plus vous êtes à mesure de faire basculer la donne en votre faveur. Alors, comment dirais-je, cette alliance va mettre le maximum de pression, je dis bien le maximum de pression au pouvoir en place. C'est-à-dire, quand chacun menait le combat de son côté, c'est vrai qu'il y avait une pression, mais à partir du moment où ces deux grands-là se sont mis ensemble, ça devient autre chose. On part d'un point A à un point peut-être C ou bien un point D. Voilà, ce n'est plus le même level. Voilà, c'est une grande pression qui va se mettre en place actuellement. Parce que quand on va dire qu'il y a une marche ou bien une cérémonie, si le PPAC à lui seul faisait 10 000 manifestants ou bien 10 000 militants à un meeting ou bien à une marche, avec le PDCI, ça peut se retrouver peut-être à 20 000, 30 000 et quelques. On ne connaît pas. Une marche peut se transformer en quelque chose en moins d'un rien de temps. Avec ces deux forces, parce que ce sont deux grands partis politiques en Côte d'Ivoire. Alors, vous voyez, quand c'est une grande force que le pouvoir doit pouvoir gérer. Alors, en se mettant ensemble, ces deux partis ou bien ces partis politiques-là de l'opposition ont plus de chances de gagner gain de cause auprès du pouvoir en place. Ça peut faire reculer le pouvoir face aux différentes doléances qui ont été, pas aux différentes demandes qui ont été faites. Alors, vous voyez, mais quand on va dans le fond, on se pose la question de savoir ces deux partis politiques réunis, ces deux grands partis politiques, pèsent combien sur l'échiquier politique ivoirien? Alors moi, je vais remonter encore plus loin pour dire qu'en 2010, où chacun était candidat, où les trois grands partis étaient candidats aux élections présidentielles, en 2010, au premier tour, la LMP avait eu 38,04%. 38,04% pour la LMP. Le PDCI avait eu 25,24%. Et puis le RD avait eu 32,32% et quelques. Alors, quand on prend le pourcentage de la LMP et le pourcentage du PDCI, on se retrouve à 63% et quelques. Alors, vous voyez, mais entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Entre-temps, la LMP s'est disloquée en PPACI, COGEF, FPI, et il y a beaucoup de cadres qui ne sont plus de ce monde. Il y a beaucoup de cadres qui ont viré, soit au pouvoir. Vous voulez dire quoi c'est le poids que je suis en train de mesurer. C'est le poids que PDCI ne font pas. Non, c'est le poids que je suis en train. J'en viens. Oui, c'est une démonstration. J'en viens. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont. Le PDCI aussi qui est resté un grand parti, mais il y a beaucoup de cadres comme les Adjoumani, le Premier ministre Patrick Hachi, etc., qui ont viré au RADP. Mais on sait que tous ceux-là drainent du monde derrière eux. Alors là, on revient encore, on monte encore plus haut pour venir en 2023. En 2023, il y a eu les élections régionales et couplées des élections municipales, où tous ces grands partis-là étaient parties prenantes. Alors, au niveau régional, l'alliance PPACI et PDCI a donné un seul poste sur les 31 régions, la région du Moronou. Voilà. Et le PDCI a eu 3 postes. Le RADP a eu 26 postes. Mais notons que le taux de participation était de 44%. D'accord. Maintenant, au niveau des municipales, les deux alliances ont eu 35 postes municipaux. Tandis que le RADP se retrouve à, je crois, 100 et quelques. Et puis le reste, c'est pour les... Ça veut dire que cette alliance pèse moins devant le RADP, c'est ça? Non, ce qui veut dire que ces deux grands partis-là ont encore du pain sur la planche, ont encore du boulot à faire pour remonter la pente. Parce que, comment on appelle ça? Au niveau du taux de participation, ce qui reste la grande inconnue, au niveau des régionales, je vous ai dit, c'est 44%. Et puis, au niveau des municipales, c'est encore moins que ça.
ça. Alors, je me dis que le président Henri Konan Bédié venait de nous quitter, et puis le président Laurent Gbagbo venait d'arriver de la Haye. Donc il me dit que l'opposition n'a pas eu le temps de faire un certain nombre de boulot, bien un certain nombre de mobilisations sur le terrain. Peut-être c'est ce qui a fait chuter le taux de participation. Donc du coup, au jour d'aujourd'hui, bien actuellement, l'opposition, surtout les deux grands partis, ont du boulot à faire sur le terrain pour remonter la pente, pour équilibrer, n'est-ce pas? D'accord. Ah, Béta Michel, vous l'avez entendu. Hein? Est-ce que vous êtes de cet avis? Il a laissé entendre que ce front commun a encore du pain sur la planche. Il en faut plus pour pouvoir donner des insomnies au RHDP. Non, avant de répondre à cette question, je voudrais revenir un peu sur les arguments de mon co-débatteur Kofo, qui parlait de la marche susceptible d'entraîner des troubles. Mais ce n'est pas la marche qui entraîne des troubles. Vous avez vu la marche du PDCI, si elle est bien encadrée, s'il n'y a pas d'infiltrés, si le pouvoir ne veut pas empêcher cette marche-là, je crois qu'elle va bien se dérouler, comme toutes les marches d'ailleurs, quand elles sont bien encadrées. Donc la question ne peut pas se poser en termes de créer des troubles. Non, il faut plutôt sensibiliser nos autorités à jouer franc jeu et à jouer démocratique autour des institutions, parce que c'est la police. La police est une force institutionnelle. Elle n'est pas pour un camp contre un autre. Donc, elle doit jouer son rôle de pouvoir maîtriser, de pouvoir encadrer surtout tout ce qui est marche afin qu'elle ne déborde pas. Ça, il parle d'une marche PDCI, PPACI. Il parle d'une marche seulement menée par le PDCI. Il parle d'une marche qui est menée par le PDCI, le PPACI. Je crois que c'est bien cela. C'est ça. Oui, mais toutes les marches, quelle que soit la nature de la marche, elle n'a pas à créer des troubles. C'est les autorités qui doivent encadrer, pour que la marche se déroule bien. Donc on en appelle plutôt à l'autorité policière de faire bien son travail. Voilà, c'est ça. C'est pas de dire non, ils vont marcher. Mais il y a vu qui marche à un bois. C'est des marches démocratiques. Donc vraiment, sur ce point-là, je pense que ça, c'est l'autorité même qu'il faut appeler à mieux encadrer les différentes marches de sorte qu'elles se déroulent dans une ambiance, démocratique et qu'on n'ait pas de troubles. On en a vu ça, on en a vu ailleurs. Maintenant, quand tu parles des chiffres pour étayer son argumentaire, moi, tu sais, aujourd'hui, l'élection présidentielle est une autre équation. Il faut que les gens se le disent. L'élection présidentielle, c'est un rendez-vous entre un peuple et un individu et un parti. Ce n'est pas comme l'élection locale où les individus sont proches de leur population. Quand tu regardes même en Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle, celui qui est, je dis, à l'ouest, au fond là-bas, il n'a jamais vu un président. Mais il vote en fonction de celui qu'il aime, celui qu'il connaît. Donc il n'est pas même au niveau que celui qui vote un député, qui est toujours avec lui, ou bien un maire qui est toujours avec lui. Voilà, c'est différent. C'est différent. Donc, ces chiffres qui sont brandis souvent par les autorités du RADP, que ce soit par d'autres entités, ne reflètent même pas l'élection présidentielle. Parce que n'oubliez pas, vous savez, lorsqu'on a assisté aux différentes élections, même en 2000, on a assisté aux différentes élections, il y a des candidats qui sont venus, des partis politiques qui avaient le dessus dans ces élections-là. Mais alors qu'elles étaient dans l'opposition et puis elles avaient eu plus d'électeurs que les autres partis, elles ont exigé que la CEI soit transparente, elles ont exigé une nouvelle forme de commission électorale indépendante. Pourquoi? Parce qu'elles savent que l'élection présidentielle, dans sa forme, est différente de l'élection locale. Ça, il faut que on se le tienne pour dire. Donc, à cette élection présidentielle-là, tous les candidats significatifs peuvent la remporter tout autant que le candidat du RADP. Donc, aujourd'hui, nous sommes plus focalisés sur la conduite du processus. Parce que c'est le processus qui va déterminer la transparence. De sorte que celui que les Ivoiriens iront voter dans les urnes soit celui-là qu'on déclare vainqueur effectivement. C'est pourquoi les autres sont exigeants sur le processus. Donc moi je pense que pour ça il n'y a pas de problème. Que le RADP ouvre le jeu, fasse en sorte que tous les candidats significatifs que les partis ont choisis puissent se présenter et que l'élection se déroule bien. Je pense que les Ivoiriens pourront choisir. Maintenant pour ce qui est
Bon, on l'a dit, hein, cette force politique qui vient de se mettre en marche, c'est toute je dis, l'opposition aujourd'hui est en ordre de bataille. Est-ce que l'on peut parler vraiment d'unité quand on sait qu'à côté, il y a une autre entité de l'opposition qui est la CAPSI, une coalition à laquelle appartient d'ailleurs le PDCI-RDA. Est-ce que là, on peut parler vraiment d'unité de l'opposition? Non, quand tu dis, est-ce qu'on peut parler de l'unité de l'opposition? Mais je crois que l'opposition est en train de dresser les bases d'une unité, puisque le PDCI... Donc l'unité n'est pas encore établie? Non, c'est une démarche. C'est une démarche. Déjà, au départ, il y avait la CAPSI seulement. Mais aujourd'hui, ils ont pu signer une alliance entre le PDCI et le PPACI. Le PPACI n'était pas dans la CAPSI. Vous savez ça? Oui. Voilà, donc aujourd'hui... Mais là, sauf qu'on a deux entités, on a la CAPSI oui, mais ces entités-là... le Front commun, sauf que le PDCI fait partie de ces deux entités. Pourquoi cela veut dire? Est-ce que le PDCI a du mal à se positionner, à se trouver... c'est quoi l'explication qu'on peut donner? L'explication est simple. Le Front commun qui a été mis en place, il a des points précis. Ce n'est pas une alliance de gouvernement. C'est une alliance pour des combats précis qui ont été énumérés. Dès que l'inscription de ceux qui ont été exclus sur la liste électorale, un processus transparent avec une audit de la liste électorale. Donc, ces points-là... Ce sont les mêmes combats portés par la CAPSI. Donc, c'est pour te dire que, déjà, l'opposition... Alors, pourquoi on ne se met pas ensemble pour aller créer encore un autre front et puis il y a la CAPSI qui est là? Ils sont ensemble sur ces points-là. Donc, ils sont ensemble déjà. Si c'est ensemble, ils sont ensemble sur les points qui les déterminent. Donc, je ne vois pas le problème. Moi, personnellement, chacun combat de son côté, c'est ce qu'on peut remarquer. On combat sur des points, mais dans des stratégies différentes. D'accord, c'est noté. Non, moi, je dis que le PDCI-RDA est en train de montrer que, en réalité, dans sa coalition qu'on appelle le CAPSI, en réalité, n'en est pas une. Voilà. C'est pourquoi le PDCI aujourd'hui est allé s'allier au PPACI. Parce que sinon, on m'aurait dit que c'est le CAPSI qui aurait signé cette alliance avec le PPACI. En ce moment, on dirait que le PPACI est en alliance avec le CAPSI. Mais là, le PDCI sort du CAPSI et va s'allier avec le PPACI. Alors, que deviennent les autres dans cette affaire? Déjà, quand on pense que, quel avenir pour la CAPSI? Bien sûr, quand on se dit que c'est le même thème, le combat que le CAPSI mène, c'est le même combat que le PDCI veut mener avec le PPACI. Du coup, le jour où le PDCI aura une marche à organiser avec le PPACI, est-ce que Simone Gbagbo sera invité? Est-ce que Blaise Goudé sera associé? Parce que hier, quand Laurent Gbagbo citait les acteurs politiques qui ont été suspendus, enfin, qui ont été sortis de la liste électorale et qu'on doit intégrer, Laurent Gbagbo a cité tout le monde sauf Blaise Goudé. Mais il a cité tout le monde. Mais le porte-parole qui a lu le communiqué a cité Blaise Goudé, non? Non, moi je parle de Laurent Gbagbo. Il parle de Laurent Gbagbo. Pourquoi personnaliser? Non, Laurent personnaliser une alliance? Laurent Gbagbo a cité tout le monde. C'est le symbole d'une unité difficile à retrouver. On a dit que c'est Laurent Gbagbo qui mène. Oui, mais le porte-parole qui a lu la déclaration a cité Blaise Goudé. Donc, mais le patron même de l'alliance lui-même, il n'a pas cité ça de Blaise Goudé. Ça veut dire quoi? Selon vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette alliance est déjà partie, quoi? Non, le PDCI en réalité, ça veut dire que le PDCI va à cette alliance-là sans ses camarades du CAPSI. Voilà, ça c'est ce qui est clair. Il faut que le PDCI le dise. Maintenant, secondo, moi, quand je parle des marches que le PDCI va organiser avec le PPACI, moi j'ai vu tout ça. C'est-à-dire que le PDCI RDA a organisé sa marche le samedi passé. Mais nulle part, avant d'organiser cette marche-là, le PDCI n'a dit qu'ils vont se battre, on va se battre. Non, le PDCI a dit que, oui, nous devons manifester pour que notre leader soit à la liste électorale. Et le PDCI a accepté quand les autorités ont demandé à ce que la marche soit reportée, ils ont accepté sans difficulté à reporter cette marche-là. Et on a vu comment ça s'est passé. Mais demain, quand ils vont marcher avec le PPACI qui, lui, a dit qu'on va se battre, on ne sait pas où ça va nous amener. Est-ce que vous êtes en train de nous présenter le PPACI comme un parti réfractaire aux lois? Non, moi, je suis en train de me remémorer, je veux dire, ce que Laurent Gbagbo il a dit le jour où il a lancé ça. Non, se battre, ça veut dire que mais quand on se bat, tous les coups sont permis. Si c'est quoi tu parles? Non, mais quand on se bat, tous les coups sont permis. Tout le monde se bat. Toi, tu te bats quand même pour assurer ta survie. Y compris. C'est des coups tu perds. Non, mais quand on se bat, tous les coups sont permis, y compris. Voilà. D'accord. Donc, maintenant, secondo, pour finir, le président Laurent Gbagbo. Quand j'ai écouté son intervention il y a quelques jours, ça m'a fait un peu sourire.
quand il a dit que, bon, écoutez, on organise une élection présidentielle où on enlève Gbagbo, on enlève Thiam, on enlève Guillaume Soro, ainsi de suite. Mais moi, automatiquement, ça m'a rappelé 2000, où l'élection a été organisée et où on a enlevé Alassane Ouattara, on a enlevé Arikona Bédié. Et que s'est-il passé après? Non, Gbagbo a été élu. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé après? Gbagbo a été élu et il y a eu des rébellions. Il a resté président pendant 10 ans. D'accord. Donc, je me dis que, lui, Laurent Gbagbo, il ne peut pas avoir bénéficié d'un système comme ça. Et puis le critiquer aujourd'hui. D'accord, c'est noté. Il en a bénéficié. Alors, est-ce qu'on peut parler de trahison de la part de Thiam vis-à-vis de la CAPSI? Est-ce qu'il a abandonné la CAPSI? Mais avant de répondre à votre question, je vais répondre en substance ce que Michel Pétard a dit. Tout en précisant que chacun a 3 minutes, 3 minutes bien, chrono. Quand tu parlais de l'électorat, je t'ai écouté religieusement, seulement qu'il y a des contre-vérités dans ce que tu as dit. Parce que c'est vrai qu'on parle de l'élection présidentielle qui est carrément différente de l'électorat et de l'élection municipale, des élections municipales et régionales. Alors, vous savez, un président de la République, bon, on ne le voit pas souvent, ou bien, c'est pas tout le monde qui a la chance de le voir, ne serait-ce qu'une seule fois au cours de sa vie. Alors, le paysan qui est à quelque part au fin fond de la Côte d'Ivoire, à Ménignan, il n'a jamais vu un quelconque candidat. Il n'a jamais vu Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Alassane Ouattara, ou bien Dr Daouda Ouattara que je suis. Je suis candidat. Si j'ai mon représentant à Ménignan, qu'il connaît, ou bien même s'il ne le connaît pas. Alors, le fait que j'ai mon représentant à Ménignan, le fait que ce représentant-là, il parle à mon nom à Ménignan, ce paysan-là peut regarder, peut me voter par le biais de celui qui est mon représentant à Ménignan. Pas forcément à cause de moi, mais il peut me voter à cause de celui, mon représentant qui est à Ménignan. Il peut me voter à cause de mon représentant qui est à Boaké, celui qui est à Boasso, celui qui est un peu partout en Côte d'Ivoire. C'est pas seulement le projet de société du candidat qu'on regarde, ou bien c'est pas la beauté du candidat qu'on regarde, mais on regarde aussi ceux qui l'accompagnent, ceux qui sont sur le terrain. Quand tu travailles bien sur le terrain, ton candidat peut avoir beaucoup. Donc, ça vous dit que selon vous, les élections locales sont à prendre en compte dans l'élection présidentielle. Alors, on avance. Alors, pour parler de la trahison... Est-ce que vous remarquez une inconstance dans la démarche de Thiam qui était avec la CAPSI pas plus de 3 mois? On le voit aujourd'hui avec le PPACI. Certains parlent d'inconstance, de trahison, d'abandon de la part de Thiam. Bien, ce n'est pas un fait nouveau. Nous sommes en politique. Et dans ce pays, on en a vu des mûrs et des pas mûrs. Voilà, ce n'est pas la première fois qu'un tel rebondissement arrive dans le milieu politique ivoirien. Alors, au départ, nous, on savait plus ou moins que ça pouvait arriver, cette situation. Parce que, vous voyez, le PDCI, c'est comme quelqu'un qui veut gravir, qui veut gravir peut-être l'Himalaya. Et à défaut d'y arriver seul, qui s'est contenté peut-être d'arriver à peut-être 3000 mètres, qui s'est fait aider par des gens, où ils se sont positionnés ensemble peut-être à 3000 mètres. Et contre toute attente, l'homme qui peut l'aider peut-être à atteindre le sommet, dès qu'il arrive, la nuit, à 4 h du matin, il se lève et puis avec lui, il continue le chemin sans eux. Si on veut interpréter, ça peut être un truc comme ça. Donc, Thiam a abandonné la CAPSI. Vous savez, quand on est en coalition, La coalition, là, tout ce qui se fait, après du moment où on est en coalition pour un combat, tout ce qui se fait, tout le monde doit être au même niveau d'information. On est au même niveau d'information, on avance. Alors, on ne se lève pas seul, étant dans une coalition, pour aller prendre contact, ou bien attache avec un autre parti politique et former une autre coalition. Voilà, c'est inapproprié, ça ne fait pas trop sérieux, si je peux m'exprimer ainsi, parce que le combat pour lequel la CAPSI a été mise en place, c'est le même combat pour lequel cette énième coalition est mise en place. Les 5 points essentiels: remettre tout le monde sur la liste électorale, faire une nouvelle RLE, auditer cette RLE, changer la CEI, demander un dialogue
un dialogue politique. Alors, ce sont les mêmes objectifs pour lesquels la CAPSI a été créée. Pourquoi aller vers le PPACI? Pourquoi aller créer une autre coalition? Ça fait un peu... C'est pas trop élégant. C'est inélégant, en fait. C'est un peu inélégant. Alors, la véritable question, ou bien les véritables questions qu'on doit se poser aujourd'hui, ou bien que les Ivoiriens doivent se poser, c'est de savoir la marge de manœuvre que dispose cette nouvelle coalition pour faire plier le pouvoir. Quels sont les moyens qui sont utilisés pour atteindre les objectifs qui ont été fixés? Par la violence? De façon légale? Ils ont dit comment? Ils vont se battre. Ils vont se battre. Comment? Quels sont les moyens qu'ils vont utiliser pour obtenir ces 5 objectifs? Ça fait un. Maintenant, ce sont les meetings, les marches, les manifestations qu'on voit pour le moment. Que devient la CAPSI? À partir du moment où le PDCI s'est jeté dans les bras du PPACI, la CAPSI n'existe plus? Ou bien la CAPSI va avancer sans le PDCI? Ou bien c'est maintenant qu'ils vont tendre la main aux autres partis, le FPI, COGEP, MDC, etc. On le saura parce que la CAPSI même a prévu une rencontre. Il y a eu une rencontre ce matin au domicile de l'ex-première dame Simone Gbagbo entre les membres de la CAPSI. On n'a pas encore les informations qui découlent de cette rencontre au moment où nous faisons cette émission. Alors, Peter Michel, il y a le secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Bakongo, qui a réagi à cette alliance. Il parle d'attelage de 2 personnes narcissiques. C'est quoi votre lecture de cette réaction de Cissé Bakongo? Bon, de Cissé Bakongo, ça ne m'étonne pas. Il a souvent des réactions qui sont même pas... je dis comment l'expression existe. Il ne parle pas de coalition, il ne parle pas de front, il parle d'attelage. Attelage de personnes narcissiques. Bon, je ne sais pas s'ils ont marché déjà ensemble, mais je ne pense pas que Tidjane Thiam ait marché à Cissé Bakongo. Parce que quand Tidjane Thiam était au niveau politique, ministériel, Cissé Bakongo, je me demande où il était. Bon, ceci dit, je ne pense pas que l'opposition, le pouvoir puisse apprécier cette alliance-là. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, dans une de mes... Pourquoi c'est contre le pouvoir que cette alliance a été mise? Donc le pouvoir aussi... Il ne peut pas l'apprécier à bonne séance, je veux dire. Parce que ce qui est remarquable dans cette alliance, vous voyez, on connaît la force du PDCI, on connaît la force du PPACI. Je pense que quand le pouvoir même, Ouattara, on voit que ces 2 entités-là se mettent ensemble, il sait que il craint même pour la suite de son pouvoir. Parce que c'est clair, il sait qu'à une élection transparente, ces 2 entités-là vont faire chuter le RHDP. Il n'y a rien à dire. 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1, ça fait 2. Avec qui comme candidat? Non, la question de quand le RHDP s'est mis en place, chacun est parti. C'est au 2e tour que chacun a donné ses voix. Donc, on n'est même pas au stade de qui sera le candidat. Le candidat va venir de chacun, de sorte qu'au 2e tour, chacun puisse reporter ses voix sur l'autre. Mais pour l'instant, je crois que le pouvoir RHDP, par les sorties de ses différents responsables, tremble. Il a peur de cette alliance. Il voit s'écouler ses rêves. De pouvoir faire une OPA sur la Côte d'Ivoire. Parce que, visiblement, il se disait à 4 mois des élections, qu'est-ce qui peut se passer? Mais il voit que ce qui s'est passé là, c'est un tsunami dans le paysage politique ivoirien. Et ce tsunami-là va certainement emporter le RHDP. Et ça, c'est sûr. Donc, il est en train de mesurer désormais que 2025, il n'est pas sûr de continuer. Donc, tu vas voir que tous ces lutteurs vont sortir de sorte que même un de ces cadres a été arrêté. Parce qu'il ne peut même plus supporter la critique. Ils sont devenus tellement à fleur de peau. Ils sont devenus tellement réactifs. Le cadre dont vous parlez, Joël Nguessa n'a pas été arrêté parce qu'il a critiqué le président Ouattara. Selon le test qui a été produit. Voilà. Selon ce qui est le communiqué de la justice. Il faudrait qu'on puisse éclairer les choses. La décision de justice qui est sortie, on parle de discrédit aux décisions de justice. Et outrage. Non, mais s'il vous plaît. Vous venez d'arriver en Côte d'Ivoire. Le premier secrétaire de la nationalité de Ouattara, vous vous souvenez qui lui a donné ça? C'est un juge. Mais donc le monsieur ne fait que rappeler. Oui, non, je viens. C'est un juge qui lui a donné ça. Et ça a entraîné quoi? Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que Joël Nguessan a été arrêté
pour outrage aux magistrats et non pour outrage au chef de l'État. S'il te plaît, ce que je veux te faire remarquer, ce que Joël a dit là, ça a été déjà dit dans ce pays-là 1000 fois, personne n'a été arrêté. Que ce secteur de nationalité qui a été refusé à quelqu'un a entraîné une dérive nationale. Et pas des magistrats, au nom du président Ouattara, et pas des magistrats. Oui, mais ce secteur de nationalité là, qui l'avait donné, c'était des magistrats. Voilà. On sait tous pourquoi Joël Nguessa a été arrêté outrage de magistrat. Bon, c'est pas ça le sujet, c'est pas ça le sujet. Est-ce que le RHDP doit craindre cette coalition? Beta le disait, c'est parti pour dégager déjà le RHDP du pouvoir. Est-ce qu'il y a le RHDP c'est une menace réelle pour le RHDP, cette coalition? Non, je pense que dire que c'est une menace réelle pour le RHDP, je ne pense pas, parce que quand on regarde même le scénario qu'on a en face de nous, quand Beta il parle de deux face à un. Non, ce n'est plus 2 face à 1. Parce que quand on dit 2 face à 1, ça c'était le scénario de 2010. Mais là, on n'est plus en 2010. En 2010, de 2010 à aujourd'hui, beaucoup doivent couler sur le pont. En 2010, Patrick Hachi était encore... Les voyants sont dessus du RDP. Non, en 2010, on va laisser parler, Patrick Hachi était encore PDCI, RDA. Comment on s'appelle? Begre Mambé était encore PDCI, RDA. Adjoumani était encore PDCI, RDA. Ça veut dire que tous ces cadres-là étaient encore PDCI, RDA. Le président Henri Konan Bédié n'était pas décédé. Comprenez? Donc, le PDCI RDA de 2010, il n'a absolument rien à voir avec le PDCI RDA de 2025. Non, c'est le jour et la nuit. Donc, aujourd'hui, ce PDCI RDA là, je ne dirais pas qu'il est décimé, mais je veux dire que quand même, il a quand même perdu beaucoup de plumes. Beaucoup de plumes au point de ne pas quand même chercher à voler au même niveau que le RADP. Le RADP aujourd'hui a gardé tout le GOTA du RDR et une grande partie des cas du RADP qui a adhéré du PDCI qui a adhéré au RADP et aussi quelques cas du FPI qui a adhéré. Même la mobilisation qui a été faite par le PDCI lors de sa dernière manifestation, c'est pas un facteur important. Écoutez, moi d'abord, j'étais pas, j'ai vu les images sur la toile comme tout le monde. Moi, je me méfie beaucoup des images sur la toile, avec aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme l'IA. Moi, je me méfie énormément de ça. Je préfère témoigner de ce que j'ai vu de mes yeux. Donc tu ne verras pas tout, en tout cas, faut pas t'étonner. Voilà, donc, mais je dis que le PDCI RDA, tel qu'on le voit aujourd'hui, là, de Tidiane Thiam, n'est pas le PDCI RDA de Henri Konan Bédié de 2010. Donc, bon, même le PPACI, aujourd'hui, le FPI de 2010, c'est plus le FPI d'aujourd'hui, parce que la fin Nguessa n'y est plus, Simon Gbagbo n'y est plus, Charles Goudé n'est plus le mobilisateur qu'on connaissait de Laurent Gbagbo. Donc vous voyez que la donne a changé tellement que aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est encore dans le scénario de 2010. 2025 est carrément différent de 2010, les forces ont changé. Et maintenant, rapidement pour terminer sur Laurent Gbagbo, je n'ai rien contre lui particulièrement, mais moi, ça me fait mal un peu de voir que il s'est plaint tant du fait qu'il a été écarté. C'est vrai que c'est malheureux. C'est malheureux qu'il ait été écarté. Ça aurait été bien vraiment pour le jeu démocratique, tout ça. Mais bon, si la justice a parlé, la justice a parlé. Quand Laurent Gbagbo il dit qu'on est écarté, d'accord, ok, mais on se souvient des vidéos que lui-même il a fait, des vidéos qui circulent à son sujet, où il dit qu'on n'est pas président par hasard. C'est une vidéo de Laurent Gbagbo où il a dit qu'on n'est pas ici, on ne s'assoit pas dans ce fauteuil là par hasard. Que même si on dit qu'on a écarté Henri Konan Bédié, on a écarté Alassane Ouattara, on a écarté tout cela, ben c'est tout ça qu'on dit que c'est pas par hasard. Mais il n'était pas au pouvoir. Non, mais quand lui dit quand il soutient ça, et qu'il estime que non mais écoutez, monsieur, on va pouvoir, c'est pas par hasard. Ce premier sujet. Bon, ça c'est ton point de vue. D'accord, on va clore ce premier sujet, on va se retrouver dans quelques instants. Nous sommes de retour sur l'Intelligent TV. Vous suivez la revue de presse grand format. C'est votre rendez-vous hebdomadaire sur l'Intelligent TV qui s'intéresse au décryptage et à l'analyse de l'actualité nationale et internationale avec nos panélistes. Nous allons entamer cette deuxième partie avec Dr Daouda Ouattara et cette deuxième partie relative au congrès, le deuxième congrès ordinaire du RHDP prévu demain samedi 21 et après-demain dimanche 22 juin 2020.
2025. Le principal acte de ce congrès, c'est la désignation du candidat du RHDP à l'élection présidentielle en octobre 2025. Docteur Dada Ouattara, est-ce que le président Ouattara va répondre de façon favorable à l'appel des militants du RHDP qui l'ont démontré à la faveur des pré-congrès? D'accord, bien. Avant de répondre directement à la question, permettez-moi de faire une petite généralité qui va aboutir à votre question. Vous savez, à 80 ans révolus, on ne devait plus être dans l'arène politique en train de courir pour assurer un avenir à ce pays ou bien assurer un avenir à cette jeunesse. Pourquoi? À 80 ans révolus, on devait être assis à la maison en train de profiter de ses enfants, petits-enfants et servir de baobab pour tout le monde, pour toutes les classes politiques. C'est quoi le problème? Voilà. Le fait d'avoir cet âge. Le problème, c'est qu'à cet âge-là, si les présidents Laurent Gbagbo, président Alassane Ouattara et feu Henri Konan Bédié sont encore dans ce... Bon, le président Henri Konan Bédié n'est plus, on va dire Ouattara et plus Laurent Gbagbo. Les deux sont encore dans l'arène politique, c'est qu'ils n'ont pas pris la peine de préparer la relève. Quand tu n'as pas pris la peine de préparer la relève, tu es obligé de continuer. Adviendra que pourra. Mais le président Ouattara nous parle d'une demi-douzaine, vous n'y croyez pas? C'est du leurre? Pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est un leurre ou pas, parce qu'il ne s'est pas encore prononcé. Sinon qu'en 2020, il avait dit à la face de tous, et de tout le monde entier d'ailleurs, qu'il ne sera pas candidat. Et il y a eu un événement malheureux, puisque Dieu a repris le candidat qu'il avait désigné. Même malgré ça, bon, il y avait des jeunes candidats aussi, mais il s'est porté candidat quand même. Bien. Vous savez, lors de sa dernière déclaration sur sa probable candidature ou pas, il a dit qu'il avait une demi-douzaine de candidats, qui sont une demi-douzaine de cadres, voilà, susceptibles de pouvoir le remplacer. Et quand il finit de dire ça, il dit en même temps qu'il est en bonne santé pour pouvoir continuer ce qu'il est en train de faire. Bon, c'est ambigu. Il dit une chose et en même temps son contraire. Donc du coup, c'est fort probable qu'il soit candidat et il peut ne pas être candidat aussi. Alors moi, tout ce que moi je souhaite aujourd'hui, tout ce que moi je souhaite, ou bien moi et puis peut-être bon nombre d'Ivoiriens, ou bien la majorité des Ivoiriens, ce qu'ils souhaitent, c'est que il y a la paix. On va dire ce que vous souhaitez, c'est mieux de ce que vous souhaitez. Voilà. Peut-être que c'est la même chose pour Beta. Nous souhaitons la paix en Côte d'Ivoire. Alors, pour qu'il y ait la paix... Bon, si c'est la paix, tout le monde souhaite la paix en Côte d'Ivoire. Nous souhaitons qu'il y ait la paix. Nous souhaitons qu'il y ait des élections avec 0 mort en Côte d'Ivoire. 0 casse, 0... comment on appelle ça? 0 échauffourée, pour que tout le monde, au soir du 25 ou du 26 ou bien du 27 octobre, on puisse proclamer un vainqueur pour qu'il y ait, pour une fois, des élections libres, apaisées en Côte d'Ivoire. D'accord. Pour que tout se fasse dans les règles de l'art, dans la démocratie, comme ça s'est fait au Ghana, comme ça s'est fait au Sénégal, comme ça s'est fait dans bon nombre de pays ivoiriens. C'est ce que j'affirmais, africain, autant pour moi. C'est ce que je disais à un de mes amis la dernière fois. La Côte d'Ivoire est une plaque tournante en Afrique de l'Ouest et même dans le monde entier. Au niveau économique, au niveau sportif, au niveau... dans bien des domaines, nous sommes des champions. On nous respecte, on nous vénère. Mais démocratiquement parlant, nous n'arrivons même pas à la cheville du Sénégal. Pourquoi? Parce que nos hommes politiques, nos leaders politiques n'ont pas pris la peine de s'asseoir ensemble, parler, trouver des solutions qui puissent nous amener vers un lendemain meilleur, sans tuerie, sans casse, sans prise de tête. D'accord. Voilà. Et pour finir la question, vous savez, le président Alassane Ouattara, lors d'un discours, il avait sorti, je ne sais pas, en 2021, bien c'est 2022, où il disait que si les présidents Henri Konan Bédié, feu Henri Konan Bédié et Alassane Dramane Ouattara ne sont plus dans la partie, lui aussi, il va se retirer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait dit ça. Mais maintenant, actuellement, il y a le président Laurent Gbagbo qui veut être toujours dans la course.
est-ce que le monsieur va accepter de partir? Est-ce que le président Alassane Ouattara va accepter de partir? Mais Laurent Gbagbo n'est pas dans la course pour le moment. Ah ben, puisqu'il est en train de lutter, pourquoi on remette son nom? Pourquoi on remette son nom? Le président Bédié a décédé. Partout où ses partisans passent, le président Laurent Gbagbo est le plan A pour ces élections présidentielles à venir. Alors si on doit se tenir compte des propos de Ouattara que vous avez évoqués, où il dit si Laurent Gbagbo et Bédié ne sont plus, lui ne sera plus candidat. Oui. Mais là, Bédié est décédé, oui. Dieu en a voulu ainsi. Oui. Laurent Gbagbo n'est pas éligible, donc Ouattara doit se retirer, c'est ça? Logiquement, il doit se retirer. Mais avec la nouvelle alliance qui vient de se mettre en place, c'est une force. Voilà. Donc il peut avoir la pression, appeler tout le monde autour de la table, prendre l'article 76 de la Constitution, faire de tout le monde candidat. Et là, c'est pas sûr qu'il laisse son écurie. Mesdames, est-ce que vous pensez que cette alliance Front commun, PDC, PPAC peut contraindre le président Ouattara de remplir pour notre mandat en 2025? Non, mais quand j'entends ça, ça me fait sourire. C'est à quoi que ce président-là, il est là pour... Il n'est pas là pour un programme, il n'a rien à faire que d'être là pour regarder si l'autre est candidat pour être candidat. Non, je pense que la Côte va être trop sérieuse. Si un président veut être candidat, je crois que c'est pour les Ivoiriens. Ce n'est pas par rapport à ses adversaires. Donc, qu'on arrête ce petit discours qu'on peut tenir dans son salon, comme dirait l'autre au RDP, auprès de sa femme, mais pas devant le peuple. Hein. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à respecter les Ivoiriens. Si tu veux diriger la Côte d'Ivoire, c'est parce que tu as un programme pour les Ivoiriens et non pas parce qu'un fils de ce pays ou bien quelqu'un décide d'être candidat, que toi décides d'être candidat. Non, je ne crois pas. Hein. Évitons, quand on est devant les Ivoiriens, évitons ce type de discours-là. On peut tenir ça dans sa chambre, comme l'a dit le porte-parole du RDP auprès de sa femme, mais pas devant les Ivoiriens. Si quelqu'un a tenu ça, vraiment, je suis désolé de lui dire qu'il prenne la peine de respecter ce peuple-là. Hein. C'est pas un discours qui est valable vis-à-vis d'une nation. Voilà, ça c'est ma première observation. Maintenant, la deuxième, je veux dire, aujourd'hui où nous sommes arrivés avec le RDP, Alassane Ouattara donne toutes les gages qu'il sera candidat, malheureusement encore. Malheureusement, il sera candidat. C'est quoi ces gages-là qui fondent votre croyance en une candidature du président Ouattara? Ma croyance, c'est que de tous ces pré-congrès, tous ont demandé qu'il soit candidat. Il n'y a aucune autre promotion qui est faite en dehors de celle de Ouattara. Alors qu'on a 4 mois des élections. Je pense que si quelqu'un devrait être candidat pour le RDP, il devrait être connu depuis. Ouattara a tout fait pour ne pas que quelqu'un émerge. Pour que ce soit lui seul qui soit dans la bouche de ses militants. Que ce soit lui seul qui soit affiché sur tous les panneaux à Abidjan, comme il était en campagne depuis des années. Donc, Ouattara a tout verrouillé, presque comme on le dit au sein du RDP. Donc, c'est certain que lui-même viendra pour dire aux Ivoiriens, malheureusement, qu'il sera candidat. Mais je crains fort que ce 4e mandat encore soit... Pourquoi malheureusement? Malheureusement, puisque déjà même son 3e mandat avait été objet de conflits. De conflits qui entraînaient des morts. Parce que les Ivoiriens ne peuvent comprendre qu'après que le ministre de la Justice ait dit que cette constitution ne permettait pas au président Ouattara d'être candidat, il soit venu braver toute la justice ivoirienne en étant candidat. Parce que quand le ministre de la Justice a parlé, c'est la justice qui a parlé. Donc on peut pas... Certains pourront vous rétorquer que le ministre de la Justice n'est pas le Conseil constitutionnel qui valide les candidatures. Ah, donc vous estimez que le ministre de la Justice... Je n'estime pas, non, parce que ce que vous me dites aujourd'hui, c'est que le ministre de la Justice qui arrive devant les députés pour analyser un test, il n'a pas pris l'avis du Conseil constitutionnel. Vous pensez ça? Dans quelle République vous croyez? Pourront vous dire que Pascal Afingessa, Mamadou Koulibaly ont alerté la population en disant que, attention, si on vote cette constitution, le président Ouattara pourrait être candidat pour une 3e, 4e fois. Quand toi tu dis quelque chose en tant que Khalil, en tant que journaliste, est-ce que c'est la même chose que quand l'UNHCR vient dire quelque chose? Tu vas pas prendre ce qu'une entité gouvernementale dit et puis tu vas la mettre au même niveau que ce que des partis politiques disent. Pour moi aujourd'hui, je peux dire non, je ne veux pas que Ouattara soit candidat. Donc, ce n'est pas ça la question. La question, c'est quand on parle devant les institutions, c'est un pendant institutionnel. Donc, il faut le comprendre. Il faut que ce soit sûr de tous ceux qui pensent comme toi. Le ministre de la Justice... Je ne pense pas comme ça. Moi, c'est une question pour vous relancer. Non, ce n'est pas une question. Voilà, ce sont des gens qui pensent comme ça. Et moi, c'est des gens qui pensent ça. Je mets cette pensée-là en face de vous pour essayer un peu de contredire. Dis-leur que les paroles institutionnelles n'ont pas la même valeur que les paroles des autres entités. Parce qu'une parole... Chacun aussi a sa manière de comprendre.
Non, si il comprend mal, il faut lui dire qu'il comprend mal. Parce qu'un ministre de la Justice qui va devant les députés, il prend l'avis du Conseil constitutionnel, il prend l'avis du Haut Conseil de la magistrature avant d'aller devant les députés. C'est son rôle. C'est ce qu'il a fait de mieux. Donc quand il arrive là-bas... En 2016, les militants du PDC ont voté pour le oui. Quand il arrive là-bas, je ne suis pas en train de parler des militants, je parle du ministre de la Justice. Mais vous me laissez finir. Le PDC a voté oui pour la nouvelle constitution. Laisse-moi finir. D'accord. Autant le ministre est fautif, autant le PDC aussi. Ah, le ministre est fautif, selon vous. Autant donc, si le ministre est fautif, le ministre a trompé le Conseil constitutionnel, le ministre a trompé les militants dont il parle. Hein, les militants ont voté en sachant que le ministre a dit que le président Ouattara ne pouvait pas être candidat. Donc, si le ministre a pu tromper tout le monde comme ça, pour que le président Ouattara puisse être candidat et que ça entraîne des morts, je crois qu'il est temps qu'il s'arrête de partir. Qu'il arrête d'entraîner des morts dans des élections et qu'il... Autant vous citez le discours du ministre, vous devez citer aussi ce que le PDCI a fait. Mais s'il te plaît, le PDCI, c'est une organisation. C'est une organisation. Le PDCI a cautionné la nouvelle constitution. Le ministre a dit tant. Voilà. Quand vous parlez de ça, vous devez citer tout ça. On va s'écouter, s'il vous plaît. On va s'écouter. Finissez rapidement. Vous avez 30 secondes pour finir. Nous allons passer la parole au Conseil constitutionnel. Quand il a pris l'avis de la haute autorité magistrale pour venir parler aux députés et que le peuple a entendu, le peuple s'est prononcé en fonction de ce que le ministre a dit, je crois que ça a entraîné des morts, son troisième mandat. Je crois que pour cette fois, il doit éviter à la Côte d'Ivoire de vivre encore des drames à cause de ces mandats répétés anticonstitutionnels. D'accord. Kofo Jean-Hubert. Moi, je pense que, en fait, quand j'écoute tout ça, ça me fait un peu rire. Mais je me dis que le président Alassane Ouattara, la constitution a changé depuis 2016. Et sur la base de la nouvelle constitution, il a 2 autres mandats à faire. En tout cas, c'est ce que les juristes nous disent. Voilà. Non, moi, je ne suis pas juriste, hein. C'est ce que les juristes nous disent. Et sur la base du fait que la Constitution a changé en 2016. Parce qu'il y a des juristes aussi qui disent que Ouattara n'a pas droit à en tout cas, ceux qui ont eu à modifier cette Constitution l'ont dit. Hein. Voilà. Donc, mais ce que moi je dis, c'est que le président Alassane Ouattara, dès lors que la Constitution lui permet d'être candidat, ben, il peut être candidat. C'est-à-dire que quoi, le dimanche prochain, après-demain, il peut effectivement répondre favorablement à l'appel de ses militants. Parce que pendant le pré-congrès, on a vu les appels qui lui ont été lancés. Et Alassane Ouattara, président du parti, Alassane Ouattara, président candidat du parti, comment on dit ça, pour la présidentielle 2025. Donc, il est en droit de répondre. Maintenant, est-ce que moi, en tout cas, moi, Kofo, moi, je pense qu'il serait bien qu'il réponde favorablement. C'est là où moi, je dis... Attention, il faut faire attention. Parce que c'est vrai que la Constitution lui donne droit à être candidat, mais je pense que lui-même, il nous avait dit un temps qu'il était prêt à passer la main à une nouvelle génération. Une décision qui avait été applaudie des 2 mains et des 2 pieds par les observateurs ivoiriens. Et je pense que c'est le moment où jamais, pour le président Alassane Ouattara, de passer la main. Bien qu'il ait le droit d'être candidat, il faut le préciser, il a pleinement le droit d'être candidat. Mais s'il veut vraiment passer la main à une nouvelle génération, je pense que c'est le moment idéal. Pourquoi? Parce que le président Henri Konan Bédié, tout à l'heure tu l'as dit, hein, Dieu voulant, il nous a quittés. Le président Laurent Gbagbo, il est hors course puisqu'il n'est pas sur la liste électorale. Moi je dis que le moment n'a jamais été aussi favorable que ça. Et le fait que Tidjane Thiam, bon, si le président Alassane Ouattara a peur que le RHDP perde les élections à cause d'un candidat trop fort, Tidjane Thiam n'est pas candidat. À partir de ce moment-là, je pense que le RHDP peut désigner un cadre, comme le président lui-même l'a dit, il a une demi-douzaine de cadres présidentiels sous la main, désigner un cadre qui va ramener la victoire à son parti, le RHDP. Et les cadres, bon, tout à l'heure, Beta, il disait que le président n'a pas eu le temps, non, c'est Beta ou lui, qui disait que le président n'a pas eu le temps de former, de préparer voilà. Moi, je dis non, puisqu'on constate que ces dernières années, le président Alassane Ouattara ne sort pratiquement plus. C'est le vice-président Koné Milé. Alors, mais pourquoi jusqu'à présent, on a encore du mal on n'a pas encore de nom, de profil mais on est en juin. Le président Ouattara, comme Beta l'a dit, on est à 4 mois. Non. À quel moment il va désigner son Non, mais on est en juin. Dauphin. On est en juin. On est en juin.
Et en juin, je pense qu'on a encore 4 mois d'élection. Le RHDP a tout le temps, jusqu'en août, pour désigner son candidat. Peut-être qu'aujourd'hui, ce week-end-là, il aura le congrès. Mais rien ne dit que le président Alassane Ouattara répondra tout de suite à l'appel de ses militants dimanche. Moi, je pense que le président Alassane Ouattara va faire languir les gens. Il va faire traîner l'affaire parce qu'il sait que on a encore le temps de choisir un candidat. Demain, il peut dire, bon d'accord, vous me voulez comme candidat, ok, il n'y a pas de souci, mais laissez-moi le temps de réfléchir. Et comme il a fait pour Amadou Koulibaly, il peut convoquer un conseil politique au cours duquel il pourra dire aux gens, bon écoutez les gars, c'est vrai que vous m'avez fait appel, mais je pense que un tel autre cadre pourrait faire l'affaire. Et on va tous le pousser, on va le soutenir pour qu'il gagne. Et je pense que le RHDP, c'est pas des cadres qui manquent et c'est pas les moyens qu'il faut pour pousser un cadre, pour rendre un cadre vraiment présidentiel et alourdir la candidature d'un cadre, fut-il au passage un cadre peut-être de seconde zone, mais même si le candidat, si le RHDP le pioche, on dit c'est lui le candidat. On n'a pas besoin de 2 mois, 3 mois pour en faire un gros candidat. C'est noté. Alors, Daouda, tout à l'heure, vous disiez que le PDCI a trompé le peuple à la faveur du référendum de 2016. Et ça dit que, selon vous, le PDCI n'est pas légitime à contester une candidature du président Ouattara en 2025. Effectivement. Au moins, quand on parle du 4e mandat du président Ouattara, le PDCI doit même se cacher. Parce qu'en 2016, je me rappelle très bien, le PDCI a appelé à voter pour le oui. En ce moment, la coalition RHDP battait son plein. Ils étaient copines. L'amitié était tellement tendue qu'ils n'ont pas vu les pieds venir. Le PDCI, non mais c'est vous qui le dites, hein, le PDCI a aidé, n'est-ce pas, à mettre cette nouvelle constitution en place. Moi, je ne suis pas juriste, mais c'est que quand il y a une nouvelle constitution, il y a certaines ardoises qui sont effacées. Moi, je ne maîtrise pas ces ardoises-là. Donc, moi, je ne rentre pas là-dedans. Là où moi, je suis sur ce plateau, c'est pour vous dire que, quel que soit celui qui est candidat, pourvu qu'il y ait la paix. Nous sommes fatigués. Depuis 1995 jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu une seule élection présidentielle où il n'y a pas eu de mort. Pourquoi? 2015, il n'y a pas eu de mort. Depuis 1995. Non, 2015, il n'y a pas eu de mort. Depuis 1995. 2015, il n'y a pas eu de quoi? Non, il n'y a pas eu de mort. Le processus électoral, il n'y a rien eu. Non, 2015 n'a pas eu de mort. 2015, il n'y a pas eu de mort. Il y avait... le CNT a découlé de quoi? Il y a eu l'appel de Daoukro. Le CNT, c'est l'élection de 2020. 2015, il n'y a pas eu de... Mais il y a eu des échauffourées quand même en 2015. Non, en 2020, il y a eu l'appel de Daoukro qui a tué tout dans le... C'est que depuis 2015, même si c'est en 2015 qu'il n'y a pas eu de mort, au moins 1995, 2000, 2020, ça fait combien? 3 à 4 fois. Pour vous, les élections confligènes... Et puis, les élections confligènes. Nous sommes tellement habitués aux élections confligènes qu'à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, il y a la psychose qui s'installe. Actuellement, il y a certains qui sont en train de remplir leur frigo, qui sont en train de payer des vivres et des non-vivres pour faire des stocks à la maison. Parce que, d'après les Ivoiriens, on ne sait pas quand ça va péter. Ouais, vous voyez, c'est tellement récurrent que nous voulons sortir de cette spirale de violence. Moi, je dis que... Nous voulons sortir de cette spirale de violence. Alors, aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara qui est à la baguette. Lui seul prédestine, n'est-ce pas, à la destinée de ce pays. Alors, il a ce pouvoir, je dirais, magique de pouvoir soulager tout le monde. En faisant quoi? En faisant quoi? J'en viens. Soit, il prend l'article 76 de la Constitution pour faire de tout le monde candidat. Là, chacun va se préparer à sa manière, on va aux élections. Et que dit cet article? Non, l'article 76, ce sont les prérogatives, ça fait partie des prérogatives du président de la République, où il peut prendre cet article, comme ça a été le cas de l'article 48 en 2009, où que Gbagbo avait pris pour faire du président actuel candidat. Alors, vous savez, soit il prend cet article-là et fait de tout le monde candidat, soit on opte carrément, chacun opte pour le plan B. Tous ceux qui ne sont pas sur la liste électorale, le président Thiam, le président Gbagbo, le premier ministre Guillaume et consorts, chacun se dit qu'il est ce qu'il est et qu'il a encore de la notoriété auprès de la population. Alors, je suis docteur Daouda Ouattara, je ne suis pas éligible. J'ai mon colistier ou bien j'ai un de mes cadres qui s'appelle M. X.
Je le prends, je le nomme. Mais à partir du moment où moi, mais ils l'ont déjà dit, le PPACI dit, c'est juste pour vous relancer. Le PPACI a dit, pas de plan B. Le PDCI a été clair, pas de plan B. Ils sont déjà clairs sur leur position. Santiam, Gbagbo, pas question de parler de plan B. Effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que ça peut nous conduire à un blocage électoral? Un blocage et même un conflit. Parce que, comme en 2020 avec le CNT, comme en 2020 avec le CNT, parce que vous voyez, quand tu dis sans A, pas de B. Sans A, pas de B. Mais nous sommes dans un parti politique où il y a beaucoup de cadres. On ne vient pas dans un parti politique pour servir comme dans un royaume. Nous ne sommes pas dans une monarchie ou bien dans un royaume où il y a une seule famille ou bien il y a un seul individu qu'on suit jusqu'à la fin de nos jours. Alors quand on vient dans un parti politique, arrivé à un moment donné, on passe la main ou bien on renouvelle les instances du parti. Alors à partir du moment où tu n'es pas éligible ou bien si Dieu venait à te prendre, il y a des gens qui vont assurer, qui vont prendre la relève après toi. Mais si tu n'es pas éligible, pourquoi ne pas passer la main? Quand tu passes la main, tu fais un appel. Voter le candidat X, comme je ne suis pas éligible, c'est le candidat X qui prend la relève, comme ça a été le cas au Sénégal. Pourquoi ne pas le faire? Alors dans ce cas, le président Ouattara peut se mettre, et même doit se mettre en retrait. Chacun envoie son plan B. Et ça va contribuer, n'est-ce pas, à régénérer, n'est-ce pas, la classe politique ivoirienne. Parce que depuis près de 30, 40 ans... Le président Alassane Ouattara a déjà dit... Non, vous me suivez. Il a déjà dit qu'il a un plan. Il a une demi-douzaine. Mon confrère, vous me laissez finir. Parce que vous me laissez finir. Finissez rapidement. C'est un peu long, en fait. Pour qu'il y ait la paix dans ce pays, une des conditions sine qua non, c'est à ce que tout le monde aille avec son plan B. Celui qui est le plus représentatif, celui qui a le plus de notoriété sur le terrain. On va voir. D'accord. Le président Alassane Ouattara a toujours dit que il a une demi-douzaine de présidentiables dans son camp. Donc moi je pense que c'est ce vers quoi on va aller. C'est ce vers quoi il va aller, puisque il avait dit en 2020, il a redit en 2025, en janvier dernier, à ceux qui veulent l'entendre, il a dit qu'il y a une demi-douzaine de cadres qui sont présidentiables. Je pense que c'est ce vers quoi il va aller. Moi je pense honnêtement que c'est ce vers quoi il va aller. Et ça va permettre justement de calmer les tensions. Quand on parle de détention électorale, ça veut dire que quand Laurent Gbagbo il parle de on va se battre contre ce quatrième mandat. Le quatrième mandat, c'est quoi? C'est si le président Alassane Ouattara est candidat cette année. Mais s'il n'est pas candidat, contre quoi est-ce que Laurent Gbagbo va se battre? C'est fini. Donc le président Alassane Ouattara, il sait qu'il a une demi-douzaine de présidentiables. Il a déjà dit, il va choisir un candidat parmi eux. Et Laurent Gbagbo, lui aussi, sera contraint de choisir un candidat dans son camp. Le PDCI-RDA choisira un candidat dans son camp. Et je pense que l'élection aura lieu. Parce que le PDCI-RDA, je ne pense pas que le PDCI-RDA puisse aujourd'hui vouloir faire une 15e année sans élection présidentielle. Parce qu'en 2015, le PDCI n'a pas eu de candidat. En 2020, le PDCI n'a pas eu de candidat. Si en 2025, le PDCI n'a pas eu de candidat, ça fait 25 ans, ça fait 15 ans, ça sent une candidature présidentielle. Ça veut dire que le PDCI va devoir attendre jusqu'en 2030, attendre 20 ans avant d'aller à une élection présidentielle. Ça, c'est quelque chose qui fragilise un parti politique. Le PPACI, autrefois FPI, enfin, en partie, a vécu aussi ça. Le FPI, depuis que Laurent Gbagbo a quitté le pouvoir, le FPI n'a plus participé à une élection, je veux dire, jusqu'à ce qu'on ait les dernières législatives et municipales. Mais le PPACI connaît plus que personne les risques de boycott d'une élection. Donc aujourd'hui, est-ce que le PPACI va encore se permettre de boycotter une élection présidentielle? Je ne pense pas. Donc si Laurent Gbagbo n'est pas éligible jusqu'à la dernière minute, le PPACI sera contraint de prendre un candidat. Donc maintenant, quant à Alassane Ouattara, moi je pense qu'Alassane Ouattara, franchement, il va désigner un de ses dauphins et l'élection se déroulera bien. Le gouvernement et même le RADP a toujours dit l'élection se déroulera bien. Comment ça va se faire? Parce que le président Alassane Ouattara va se retirer, c'est tout. D'accord. Beta Michel, est-ce que le PDCI veut réellement compétir, veut réellement partir à cette élection présidentielle, quand on sait que dans le parti, on exclut toute idée de plan B. Koufou disait en 2015, le PDCI n'a pas présenté de candidat. En 2020 et en 2025 aussi, on semble parti pour cela aussi. Le parti entend tout faire. Et tout le démontre. Ses militants sont mobilisés, ses cadres sont mobilisés
pour faire en sorte que son candidat choisi, à savoir Tidjane Thiam, le président Tidjane Thiam, soit candidat en 2025. Je ne sais pas, vous tirez vos analyses, vous tirez vos opinions. Ben, moi, je m'en tiens. Mais c'est leur analyse, leur opinion. Donc, je m'en tiens à ce que font les militants du PDCI, jusqu'à ce que ça change. Ouais, maintenant, pour ce qui est de Ouattara, moi, je dis, à l'observation de la réalité du moment, ou bien du contexte du moment, je pense que le président Ouattara a tout mis en œuvre pour qu'il soit le seul capable de briguer une présidentielle au RHDP. Il a tout mis en œuvre, au point d'éteindre des voix qui semblaient se faire plus entendre. Aujourd'hui, tout le monde est relégué en second plan et on n'entend que du Ouattara. Est-ce que ce n'est pas aussi une forme de discipline au sein du parti? Discipline à quoi? Tu vas aller à la conquête des populations, des Ivoiriens, et tu te disciplines, mais ils vont t'entendre quand? Ils vont te voir quand? Si tu veux aller à leur conquête, il faut aller vite. Nous sommes à 4 mois. D'aucuns estiment que, ouais, si le soir du 25, Ouattara désigne quelqu'un, il sera président. Bon, ça, c'est le point de vue. Mais moi, je ne pense pas qu'on devienne président comme ça. Kofo disait que le RH n'est pas encore du temps. Non, ça, c'est ce que Kofo peut penser. Mais si tu as besoin de faire de quelqu'un un président, à moins que Ouattara... Diomaye Faye a été choisi il y a quelques jours de l'élection présidentielle au Sénégal, il a été élu. Non, il a gagné. C'est un exemple. Non, vous savez, souvent quand on veut nous comparer au Sénégal, je dis non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que le Sénégal a montré déjà une forte, je veux dire, dynamique démocratique. C'est pas la même chose que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est jusqu'ici, toute voix qui s'est fait entendre en dehors de Ouattara est frappée, très rapidement. C'est parce que les gens même n'envisagent même pas que le président Ouattara ne puisse pas être candidat. Vous avez vu un peu quand il a désigné quand il a désigné Gom, qu'est-ce qui s'est passé? D'autres ont quitté le parti. Mais ils sont revenus. Après les élections. Ils sont revenus. Après les élections. Ah ben s'il avait perdu, ils étaient partis. Mais donc c'est pour dire que, en fait, Ouattara le sachant, le président Ouattara le sachant, il fait tout pour faire en sorte que ce soit lui seul qui soit en vue dans son parti et qui soit candidat. C'est dommage. Je dis c'est dommage parce qu'il nous met encore dans une confrontation électorale qui sera difficile pour les Ivoiriens et je crois que les Ivoiriens ont raison d'avoir peur. D'accord, monsieur, on va parler du troisième et dernier sujet. Désolé, parce qu'on n'a pas assez de temps encore, mais il va savoir, on a juste 5 minutes pour conclure cette émission. Et là, on va parler du dernier sujet, la propriété familiale qui a été instaurée par l'État de Côte d'Ivoire pour jusqu'au mois de décembre 2025, 50 250 francs CFA pour 2000 ménages vulnérables, composés chacun de 5 à 10 personnes. Kofo Jean-Hubert, c'est quoi votre appréciation de cette initiative du gouvernement de Côte d'Ivoire? Là, on est à la moitié de l'année, on est en juin, et mobilisé 647 millions, 200 000 francs CFA pour ces 2000 familles. Je pense que c'est à saluer. Vous savez comment dire ça? Ce que le peuple demande, on peut demander à ses dirigeants, c'est de veiller à son bien-être. Et quand le gouvernement décide de cette façon-là, d'élargir le panier, parce qu'il faut le dire, il y avait déjà, avant la propriété familiale, il y avait ce qu'on appelait les filets sociaux, qui ont permis de venir en aide à plus de 500 000 familles depuis 2017 jusqu'en 2024, et ça a été prorogé récemment. Donc je pense que cet autre programme-là vient élargir ce panier social-là. Et c'est la chose, c'est ce qu'on peut demander à un gouvernement, venir en aide à ta population. Mais en même temps, tout à l'heure, au micro, avec Beta, on parlait justement du problème de l'emploi. Oui, justement, parce que on ne peut pas venir éternellement en aide de cette façon-là à la population. Il faut créer les conditions pour que vraiment les gens arrivent effectivement à te prendre en charge. Et c'est en cela que la première dame, Dominique Ouattara, à travers son programme de financement de projets de femmes, il le fait déjà, et que à travers le ministère de la jeunesse et de l'emploi jeune, il réussit aussi à le faire en finançant des projets de jeunes. Mais je pense que le gouvernement doit vraiment redoubler l'effort
pour que, à un moment donné, on n'a pas forcément besoin d'aider la population de cette manière-là, en faisant des dépôts monétaires. C'est vrai que c'est important, mais à un moment donné, il faut beaucoup plus mettre sur l'accent sur le financement des projets. Je pense que c'est mieux. Daouda, est-ce que le timing de cette initiative vous pose problème, parce que ça pose problème à certains qui trouvent en cela une mesure, une stratégie électorale pour le RHDP en vue de la présidentielle en 2025? Bien. Parler de popote familiale, vous savez... Pourquoi vous souriez? Quand l'eau dure dans la bouche, elle devient gluante. Ça veut dire quoi? Ça fait 15 ans de pouvoir. Et je pense que le gouvernement ivoirien est en train de se déconnecter des réalités de la population. Parce que on ne peut pas parler de popote familiale et sortir comme narratif que ça va aider les familles vulnérables à sortir de la pauvreté. Depuis quand est-ce que nourrir quelqu'un le sort de la pauvreté, ou bien l'émancipe de la pauvreté? Vous voyez. Mais bien avant cette popote familiale, il y a eu les filets sociaux. Ça continue, hein, ça continue. Où en sommes-nous avec ces filets sociaux? Quel est le bilan? Pour vous, c'est quoi le bilan? Quel est le bilan que vous en faites? C'est parce que les filets sociaux ont échoué, ou bien le filet social a échoué, qu'ils ont initié cette popote familiale. Et voyez-vous le timing? Timing. Non, Kofo, s'il vous plaît. Moi, je vous ai écouté religieusement. Kofo, s'il vous plaît, ayez la décence d'en faire autant. S'il vous plaît, oui, allez-y. Ayez la décence d'en faire autant. Donc, du coup, vous voyez, c'est parce que le filet social a échoué qu'ils ont initié la popote familiale. Mais regardez un peu le timing. Non, nous sommes à 4 mois. S'il vous plaît. Nous sommes à 4 mois des élections présidentielles. Ce en quoi consistent les filets sociaux? Pour nous dire moi, que c'est pas c'est pas un financement qu'on apporte. Kofo, s'il vous plaît. C'est pas à moi de vous dire ce qu'est le filet social. C'est pas à moi de vous le dire. Alors, vous savez très bien de quoi je parle. Vous savez très bien de quoi je parle. Maintenant, vous voyez, on dit 2000 ménages. 2000 ménages précaires. On donne un kit alimentaire de 50 250 francs par mois sur 7 mois. Donc ça fait, quand ils ont chiffré, ça fait 647,2 millions de francs CFA. De francs CFA. Mais depuis quand on nourrit quelqu'un, le met à l'abri des autres besoins, des besoins financiers. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle... L'État aussi ne fera pas tout. Non. Ça l'État ne fera pas tout. Au lieu de donner à manger, au lieu d'aller à la pêche, envoyer du poisson à quelqu'un, autant apprendre à cette personne à pêcher son propre poisson. Je parle de l'emploi. Au lieu de lancer le projet Popote, pourquoi ne pas créer des petits emplois qui puissent permettre à ces familles-là de se prendre en charge et au fur et à mesure sortir de cette précarité? Voilà. D'accord. Béta Michel. Oui, moi, quand je regarde ces mesures 4G-là, je dis souvent, il faut structurer les mesures, il faut les structurer. Parce que, en fait, moi, je prends un exemple, tu donnes des popotes, mais après ça, tu fais quoi? Et puis, à côté de ça, tu mets quoi? C'est toutes ces mesures-là qu'il faut trouver un modèle pour mettre ensemble, pour les structurer et atteindre un objectif final. Parce que l'objectif final, c'est quoi? Sortir les familles de la pauvreté. Moi, je crois, sortir les familles de la pauvreté. Mais ce n'est pas de nourrir des familles et puis les laisser encore dans la pauvreté. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut mettre des mécanismes structurels pour que ces familles, même si on a nourri 2000 familles, il faut qu'il y ait un plan après l'avoir nourri, bien pendant qu'on les nourrit, pour les aider à ne plus avoir besoin de nourriture. Parce que je ne vais pas continuer à leur donner la nourriture. Parce que la nourriture qu'on leur donne, c'est la nourriture de tout le monde. C'est l'argent de tous les Ivoiriens. Nous, tout le monde en a besoin. Et puis, vous choisissez de prendre pour nous, pour leur donner. Est-ce qu'il n'y avait pas, s'il n'y avait pas une élection en octobre 2025, vous pensez que cette mesure allait être prise? Tu vois, je ne veux pas faire injure à ceux qui nous dirigent, parce que je pense que les Ivoiriens sont assez matures. Ils peuvent faire leur bilan en 15 ans.
de gestion. Je ne pense pas que c'est sur cette mesure cadrée-là qu'ils vont choisir leur président. Parce que si c'est un président qui va le nourrir 7 mois, je ne pense pas que ces 2000 familles-là même, si elles sont vraiment aussi vulnérables que le décrit les autorités, elles ne choisiront pas le prochain président ivoirien en fonction de ce qu'elles vont recevoir. Parce qu'elles savent que c'est éphémère, ce n'est que pour quelques mois. Après ces quelques mois, elles font quoi? Elles vont choisir un candidat en fonction de ce qu'il leur propose pour sortir de la pauvreté et non en fonction de ce qu'il donne comme nourriture pour rester dans la pauvreté. D'accord, Kofo, vous voulez réagir? Non, moi je pense que, moi je me dis que c'est vrai que nourrir une famille à propos familiale, nourrir une famille avec des dépôts financiers comme ça peut sembler aléatoire, enfin insignifiant. Mais attention, je pense que quelqu'un qui vient et qui vous donne un sac de riz, à un moment donné, quand même, ça vous permet de mettre de côté, enfin, ça permet que l'argent que vous avez serve à autre chose. Voilà, donc je me dis que... Quelqu'un, il faut préciser que c'est le gouvernement. Oui, le gouvernement. Voilà, non, donc si quand le gouvernement... Si c'est moi, ça se comprend. Quand le gouvernement... Quand moi, je viens donner un sac de riz à quelqu'un, ouais, c'est normal, parce que moi, je peux le soulager, mais le gouvernement... 50 000 francs, je pense que ça soulage énormément. Plus que ça. Ce que moi je comprends de ce projet Popote, c'est que le gouvernement vient de reconnaître explicitement et implicitement qu'il y a des familles en Côte d'Ivoire qui n'arrivent pas à se nourrir, qui ont dépassé, n'est-ce pas, le seuil de la pauvreté, qui sont même en deçà de la pauvreté. Comme dans tous les pays du monde. Et que le projet emploi a échoué sur tous les plans. Raison pour laquelle nous sommes retrouvés dans cette situation où le pouvoir est obligé de donner une popote alimentaire, comme quand il y a les risques et catastrophes naturelles et qu'il y a des guerres dans les pays où le gouvernement aide les familles de la sorte. C'est ce que moi j'entends. Et heureusement qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas de clochards comme en France et aux États-Unis. Mais c'est ce que le gouvernement vient de nous dire. C'est pas il y a des clochards. Messieurs, nous allons nous arrêter là pour cette émission. Merci Daouda Ouattara, Kofo, Jean-Hubert, Beta Michel, merci à tous les trois d'avoir été des nôtres ce soir sur l'Intelligent TV en ce vendredi, on va dire 20 juin 2025 pour décrypter l'actualité de cette semaine et se projeter pour les événements à venir, notamment le 2e congrès ordinaire du RHDP prévu demain samedi et après-demain dimanche ici à Abidjan. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes. Bonsoir chez vous.